L'air dans la salle de briefing était lourd, chargé d'une tension électrique. On n'entendait que le cliquetis des stylos sur les carnets de notes et le léger bruissement des uniformes lorsque l'un de nous changeait de position. Nous étions 50 soldats d'élite, triés sur le volet, assis en rangée bien ordonnée, face aux officiers de commandement et aux 10 scientifiques qui allaient nous accompagner. Le général Rykov, un colosse à la mâchoire ciselée et aux tempes grisonnantes, se tenait au centre de la pièce. Son regard balayait l'assemblée avec une sévérité qui n'admettait aucun doute. Derrière lui, un immense écran affichait les images du portail, un ovale d'un noir absolu, suspendu au milieu du désert de Gobi, dévorant la lumière alentour, comme un trou béant dans la réalité. « Messieurs, dames, » commença Rykov d'une voix froide et mesurée. « Ce que nous allons affronter dépasse tout ce que vous avez connu. Oubliez les conflits conventionnels, oubliez les règles d'engagement traditionnelles. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs, parce que vous êtes les seuls en qui nous avons encore confiance. » Ses yeux se posèrent sur moi un instant avant de poursuivre. « Comme vous le savez, il y a 3 mois, le premier contingent est entré. 300 hommes. Pas un seul n'est revenu. » Les images changèrent. On vit des plans du camp initialement établi de l'autre côté. Ses baraquements, ses murs de défense. Puis, des vidéos de drones montrant le même camp. Désert, pas de cadavres, pas d'équipement abandonné en désordre. Juste un vide oppressant, comme si chaque soldat et chaque scientifique avaient été effacés de l'existence. Votre mission est simple, en théorie. Comprendre ce qui s'est passé, récupérer toute information possible et sécuriser la zone. L'objectif secondaire est de trouver des survivants, s'il y en a encore. Personne ne posa de questions. Nous avions tous déjà lu les rapports, vu les anomalies inexpliquées enregistrées avant la disparition du signal. Les scientifiques semblaient mal à l'aise, jetant des coups d'œil nerveux à leurs tablettes holographiques. L'un d'eux, un certain Dr Lang, osa enfin briser le silence. « Et quelles sont nos consignes en cas de contact hostile ?» Un frisson passa dans la salle. C'était la question que nous nous posions tous. Le général serra la mâchoire avant de répondre. « Abattez. Peu importe ce que c'est, peu importe à quoi ça ressemble. » Un silence pesant suivit. Un ordre comme celui-là impliquait une chose. Il y avait une chance que nous trouvions des choses qui ne devraient pas exister. Je pris une lente inspiration. Mon nom est Adrian Kovacs, lieutenant dans les forces spéciales. 8 ans d'opérations clandestines, des interventions en zone de guerre, des missions de récupération, de sabotage, d'extraction de personnel. J'avais vu le pire de l'humanité. L'odeur du sang et des corps en décomposition ne m'était pas étrangère. Mais cette mission, celle-ci avait un goût différent, un goût de suicide programmé. Le briefing se poursuivit avec des détails logistiques. Nous serions armés jusqu'aux dents. Fusil d'assaut HK-416, fusil à pompe AA-12, mitrailleuses légères, explosifs, ainsi que des capteurs de mouvement et des drones de reconnaissance. Les scientifiques avaient leur propre équipement, des scanners, des détecteurs d'ondes gravitationnelles, des sismographes et des outils d'analyse biologique. En théorie, nous étions préparés à tout. En théorie, quand la réunion fut levée, nous eûmes quelques heures de liberté avant le départ. J'utilisais ce temps pour m'équiper méthodiquement, vérifier chaque chargeur, ajuster mon gilet pare-balles, tester mon oreillette cryptée. Certains soldats plaisantaient entre eux, tentant de dissiper la tension par des éclats de rire forcés. D'autres écrivèrent des messages sur leurs terminaux, des adieux déguisés à leur famille. Moi, je me contentais de fixer mon reflet dans le miroir métallique du vestiaire. Mes traits étaient tirés, mes yeux cernés par des nuits d'insomnie. Ce n'était pas la première mission où je doutais de revenir, mais c'était la première où l'inconnu absolu nous attendait de l'autre côté. Dans mon oreille, un bip retentit. « Kovacs, ici Miller. Rassemblement sur la plateforme de transit dans 10 minutes. On y est ?» Je soupirais et me levais, empoignant mon casque et mon fusil. Plus de retour en arrière possible. Quand nous arrivâmes sur la plateforme du portail, il faisait nuit. Un vent chaud soufflait sur le désert, soulevant des volutes de sable qui venaient en lécher les projecteurs alignés autour du vortex noir. La structure métallique qui nous servait de point d'entrée était bardée de câbles, reliés à des terminaux de contrôle où des ingénieurs tapaient frénétiquement des commandes. Le portail lui-même, je n'avais jamais rien vu de tel. Il était là, suspendu dans l'air, un cercle de néant parfait. Aucune lumière ne s'en échappait.
Il semblait absorber le monde autour de lui. Un trou noir qui donnait sur rien. Rykov se tourna vers nous. Dernière chance. Si quelqu'un veut reculer, c'est maintenant. Personne ne bougea. Pas même les scientifiques. Très bien. En formation. Passage en escouade de 10. Séquence d'activation dans 30 secondes. Je serrai mon arme plus fort. Le compte à rebours s'afficha en rouge sur les écrans. Le vent sembla se taire. 15, 14, 13. Un frisson me parcourut l'échine. L'ordre tomba. Première escouade, avancez. Les 10 premiers disparurent dans l'obscurité. Deuxième escouade, go. Un à un, mes camarades traversaient. Troisième escouade, Kovacs en avant. Je pris une profonde inspiration et avançai. Mes pieds touchèrent le sol, et la réalité s'effondra autour de moi. Le monde bascula dès l'instant où je franchis le seuil du portail. Le sol disparut sous mes pieds, remplacé par une sensation impossible à décrire. Une chute infinie et statique à la fois, comme si mon corps flottait sans référence gravitationnelle. Mon estomac se retourna dans ma cage thoracique. Ma vision se brouilla, et un sifflement strident déchira mes tympans. J'eus le réflexe d'agripper mon fusil, mais mes doigts ne rencontraient que le vide. Mon corps entier vibrait, traversé par une onde invisible qui pulsait dans mon crâne. Mon souffle était bloqué, suspendu quelque part entre l'inspiration et l'agonie. Puis tout s'arrêta. Je heurtai violemment le sol. La douleur explosa dans mes articulations. Mon genou gauche plia sous l'impact. Mon épaule s'écrasa contre une surface dure et froide. Je suffoquais, cherchant désespérément de l'air dans une atmosphère qui ne semblait pas vouloir me l'accorder. Pendant quelques secondes, mon cerveau ne comprenait plus rien. Puis, l'instinct reprit le dessus. Je roulai sur le côté, ramenant mon fusil contre ma poitrine, et scrutais mon environnement, chaque muscle crispé par l'adrénaline. Où est-ce qu'on est, putain? Tout autour de moi, d'autres soldats apparaissaient, jaillissant du portail comme expulsés d'une dimension hostile. Certains tombaient à genoux, vomissant à cause du choc du passage. D'autres restaient figés, les yeux écarquillés, leur cerveau essayant de digérer l'inexplicable. Je forçais mon regard à analyser ce qui m'entourait. Le sol sous moi était noir, pas comme de la terre sombre ou du bitume, mais un noir mat, lisse, sans aspérité. Il ne reflétait rien, ne semblait absorber aucune lumière, comme si nous nous trouvions sur un immense plateau d'ombre solide. Le ciel, non, il n'y avait pas de ciel. Au-dessus de nous, rien qu'un vide total, pas d'étoiles, pas de lune, pas de nuages, seulement un néant absolu. L'air était étrangement tiède, ni chaud ni froid, et pourtant, une moiteur désagréable collait à ma peau, comme si nous étions enfermés dans un espace confiné malgré l'absence de murs. Un crépitement retentit dans mon oreillette. Ici Rykov. Tout le monde confirme sa présence. Je me forçai à répondre. Kovacs, opérationnel. D'autres voix suivirent, certains haletants, d'autres paniqués. Mais une chose devint rapidement claire. La communication longue portée était morte. Nos radios devaient normalement capter jusqu'à plusieurs kilomètres dans des conditions optimales. Mais ici, rien ne passait au-delà de notre groupe immédiat. Une forme apparut à ma gauche. Miller, mon second, se relevait en s'appuyant sur son fusil. Il me jeta un regard trouble, visiblement encore sous le choc du passage. « C'était quoi ce bordel ?» souffla-t-il. « Aucune putain d'idée, » répondis-je en vérifiant mon équipement. Tout était là. Mon fusil, mes chargeurs, mon couteau de combat. Seule mon montre affichait un message d'erreur. Le temps lui-même semblait s'être déréglé ici. Derrière nous, le portail était toujours là, mais quelque chose n'allait pas. Sa surface, au lieu de rester stable, pulsait par vagues irrégulières, comme une nappe de pétrole sous un vent invisible. Les techniciens nous avaient briefés. Le passage devait être constant, une surface homogène. Mais là, on aurait dit que le portail luttait contre quelque chose. « Regardez ça !» grogna un soldat en pointant du doigt. Et ce que nous vîmes nous glaça le sang. Le portail était plus petit, pas de beaucoup, juste une contraction subtile, à peine perceptible à l'œil nu. Mais il se refermait. Un silence pesant s'abattit sur nous. Tous savaient ce que ça signifiait. Nous étions coincés ici. Le général Rykov ne perdit pas une seconde. Il aboya des ordres, ramenant l'escouade à une formation serrée. On établit un périmètre. Regroupez le matériel. Faites un check-up rapide. On doit bouger. Personne ne discuta. L'instinct militaire reprit le dessus. En quelques minutes, les scientifiques confirmèrent que leurs instruments fonctionnaient, en partie.
Certains scanners captaient une énergie inconnue, omniprésente. D'autres refusaient simplement de démarrer. Nous n'avions qu'une certitude. Nous étions bien quelque part. Mais ce quelque part ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions. Direction le campement du premier contingent, Déclara Rykov en consultant son GPS, qui fonctionnait étonnamment bien malgré tout. Si leurs infrastructures sont toujours debout, on pourra s'y installer. Je jetai un dernier regard au portail derrière nous. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose en moi refusait d'y voir une porte de sortie. Et je ne tarderai pas à comprendre pourquoi. Nous marchions en formation serrée à travers cette étendue noire et silencieuse, chaque pas résonnant étrangement sur le sol lisse. Il n'y avait aucun vent, aucun bruit de fond, rien qui évoquait un environnement naturel. Juste nous, et ce vide oppressant qui nous cernait de toutes parts. Mon fusil était levé, mon doigt effleurant la détente, mes sens en alerte maximale. Chaque muscle de mon corps était tendu, prêt à réagir au moindre mouvement suspect. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Le campement du premier contingent n'était qu'à quelques kilomètres du portail. En conditions normales, nous aurions dû y parvenir en 1 heure, grand maximum. Pourtant, la marche nous sembla durer une éternité. « Quelqu'un d'autre a l'impression qu'on n'avance pas ?» murmura Miller à mes côtés. Je jetai un œil à mon GPS. L'écran affichait une distance statique, comme si nous marchions sans nous rapprocher de notre destination. Mais au bout de ce qui me sembla une éternité, une forme massive apparut enfin à l'horizon. Le campement. Nous nous arrêtâmes en ligne, observant l'ensemble du site. Il était là, exactement comme sur les images envoyées avant la disparition du premier contingent. Des bâtiments préfabriqués en demi-lune, des tentes de commandement, des barricades de fortune. Mais tout semblait mort, pas simplement déserté, mourant. « Pas de mouvement visible », déclara un soldat, après avoir observé à la lunette thermique. Équipe Alpha, avec moi, on sécurise le périmètre. Bravo, restez en retrait avec les scientifiques. Ordonna Rykov. Je fis signe à mon escouade, et nous avançâmes en formation vers l'entrée principale du camp. Les premiers signes d'anomalie apparurent rapidement. Les barrières de sécurité en acier trempé étaient entordues, comme si une force massive les avait broyées. Mais il n'y avait aucun impact de balles, aucune trace d'explosion. Juste une distorsion brutale du métal, comme si quelque chose l'avait manipulé avec une force inhumaine. « Des traces de lutte ?» demanda un soldat derrière moi. Je secouai la tête. Non, pas de douilles au sol, pas de sang, rien. L'absence de cadavres était ce qui me perturbait le plus. 300 hommes et femmes étaient censés être ici. Même s'ils avaient été attaqués, massacrés, il aurait dû rester quelque chose. Des corps, des os. Mais il n'y avait rien. Nous pénétrâmes dans le premier baraquement. L'intérieur était un chaos organisé. Des lits renversés, des affaires personnelles éparpillées, des rations encore scellées sur les tables. Mais ce fut en entrant dans la salle de communication que le malaise atteignit son paroxysme. L'écran principal du centre de commandement affichait encore une vidéo figée, prise par l'un des drones de surveillance. Une image en noir et blanc montrant une partie du camp. Et au milieu du cadre, une silhouette. Elle était floue, indistincte, mais sa posture était étrangement humaine. Je me penchai en avant et appuyai sur la commande de lecture. L'image trembla légèrement, puis la silhouette bougea. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Ce n'était pas un homme, pas exactement. La silhouette avançait d'un pas hésitant, comme si elle testait sa propre motricité. Son corps semblait osciller légèrement, comme pris dans une vibration invisible. Puis, au bout de quelques secondes, elle tourna lentement la tête vers la caméra, et l'image s'éteignit. Le moniteur siffla et grésilla un instant, puis retourna à un écran noir. Derrière moi, un scientifique, le docteur Lang, murmura d'une voix blanche. « C'était quoi, ça ?» Personne ne répondit. Je pris une inspiration et me tournai vers Rykov. Quelque chose était ici. Peut-être que c'est encore là. Il hocha lentement la tête. On verrouille le camp. Personne ne se sépare. On installe les défenses et on met en place des veilleurs pour la nuit. Il marqua une pause avant d'ajouter. Si quelque chose approche, on tire à vue. Je jetai un dernier regard à l'écran noir. Une chose était sûre, nous n'étions pas seuls. L'installation du camp temporaire se fit dans un silence pesant. Chaque soldat exécutait ses tâches avec une efficacité méthodique, mais je voyais bien leurs mâchoires crispées, leurs regards nerveux jetés par-dessus l'épaule. Personne ne voulait l'admettre, mais nous savions tous qu'un malaise diffus flottait dans l'air. Moi-même, je le sentais.
Un truc clochait. Le premier contingent avait monté un camp opérationnel de haute sécurité, avec des défenses solides, des caméras, des patrouilles régulières. Et pourtant il avait disparu sans laisser la moindre trace. Comme si quelque chose les avait simplement effacés. Mais effacés par quoi ? Alors que l'obscurité permanente de ce monde me collait à la peau comme une brume oppressante, je fis le tour du camp, vérifiant nos positions défensives. Les murs de sacs de sable étaient toujours en place, les miradors debout, mais les tourelles automatiques étaient éteintes. « Pourquoi elles sont désactivées ?» demandai-je à Miller, qui vérifiait l'arsenal. Il haussa les épaules. « Aucune idée. Les batteries sont pleines. Il n'y a pas de signal d'erreur, pas de traces de sabotage. Elles sont juste éteintes. » Je fronçai les sourcils et appuyai sur l'interrupteur manuel d'une des tourelles. Rien. C'était comme si elles avaient été vidées. Je me dirigeais vers la tente du centre de communication où plusieurs scientifiques tentaient d'exploiter les données du premier contingent. Dr Lang, l'un des plus expérimentés du groupe, tapait frénétiquement sur son terminal holographique, le front couvert de sueur. « Qu'est-ce que vous avez ?» demandai-je en entrant. Il releva la tête, les yeux cernés d'une fatigue évidente. « Ce n'est pas possible. »« Quoi ?» Il se pinça l'arête du nez et me montra un écran. « Le temps ne fonctionne pas ici. » J'observais les données. Le serveur central du premier contingent enregistrait les horodatages des missions, des rondes, des transmissions. Mais tout était incohérent. « Expliquez. » Lang tapota sur l'écran. « Regardez ça. Le premier contingent est arrivé il y a 3 mois. C'est une certitude. Mais tous les logs enregistrés indiquent des intervalles de temps erratiques. Parfois, une patrouille a été envoyée à 14h30 et est revenue à 14h10. Parfois, un soldat a enregistré un rapport plusieurs heures avant d'être censé l'écrire. » Un frisson parcourut mon dos. « Ça veut dire que le temps est figé ?» ?»« Non, il est brisé. » Je restai silencieux, fixant les relevés incompréhensibles. « Les soldats ont continué leurs activités malgré ça ?» demandai-je. Lang hocha la tête. « Et c'est ça le plus inquiétant. Le temps était incohérent, mais ils ne l'ont pas remarqué. Comme si leur cerveau compensait l'anomalie. Comme si ils étaient pris dans un flux temporel qui les empêchait de voir l'irrégularité. » Je me redressai lentement. « Et nous ?» Lang ne répondit pas tout de suite. Puis il montra nos propres horodatages. « On est en train de subir la même chose. » Un silence pesant s'abattit sur la tente. Je regardai ma montre, toujours bloquée sur la même heure, puis celle de Miller, un horaire différent. Je sortis précipitamment de la tente, le cœur battant. Combien de temps étions-nous ici, vraiment ? J'appelai Rykov par radio. « Général, on a un problème. Le temps ici est foiré. » Un silence. Puis... « Développé. » Je lui expliquai les relevés de Lang. Il grogna avant de répondre. « On fait un test. » Il ordonna à chaque soldat de donner son heure actuelle, selon leur montre personnelle. Les résultats furent terrifiants. Sur 50 soldats, nous avions 46 horaires différents. Certains affichaient une heure en avance, d'autres un décalage de plusieurs minutes. Certains avaient même des écarts de plusieurs jours. Un malaise général s'installa. « On reste groupés, » ordonna Rykov. « Et personne ne quitte le camp sans ordre direct. » Mais le mal était déjà fait. Quelqu'un manquait à l'appel. « Où est Vasquez ?» demanda un sergent en regardant autour de lui. Un frisson d'inquiétude traversa l'escouade. Vasquez faisait partie d'une des équipes de patrouille envoyées pour sécuriser le périmètre. Il avait confirmé sa position à la radio il y a moins de 10 minutes. Mais maintenant, plus rien. Aucune réponse. Je pris ma radio. « Vasquez, ici Kovacs. Répondez. » Silence. Un bruit de friture, puis un murmure à peine audible. « Crois que je suis encore là ?» La voix était faible, lointaine, comme si elle provenait de plusieurs kilomètres, alors que son signal radio était censé ne pas dépasser quelques centaines de mètres. Puis un autre son se fit entendre, un souffle, comme si quelque chose respirait dans le micro. Puis la transmission s'arrêta net. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Vasquez avait disparu. Et je savais, au plus profond de moi, que nous ne le reverrions jamais. Le camp était en état d'alerte maximale. Après la disparition de Vasquez, personne n'osait s'éloigner de plus de quelques mètres de son binôme. Chaque ombre, chaque silence trop profond, chaque souffle de notre propre respiration nous paraissait suspect. Le général Rykov ordonna l'organisation d'un plan de veille en rotation stricte. Les soldats seraient divisés en 3 équipes, un tiers en patrouille active, un tiers en veille armée, un tiers au repos. En théorie, cela garantissait que nous ne serions jamais complètement vulnérables. En théorie.
J'étais affecté à la première rotation de patrouille. Miller était à mes côtés, son fusil serré dans ses mains gantées. Son regard balayait l'obscurité avec une méfiance évidente. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que nous avions entendu la dernière transmission de Vasquez. « T'as entendu cette respiration » murmurait-il enfin. Je hochai la tête. Ouais, et c'était pas lui. Miller serra les dents et jeta un regard au Mirador, où d'autres soldats scrutaient le néant au-delà des barricades. Mais qu'y avait-il au-delà des barricades? Rien. Ou plutôt, quelque chose que nous n'arrivions pas à percevoir. Nous avions coupé toutes les lumières artificielles du camp pour ne pas attirer l'attention. Seules les caméras de vision nocturne et les lunettes thermiques nous permettaient de voir dans l'obscurité infinie qui nous entourait. « Quelqu'un sait où est passé le soleil » lança un soldat dans l'équipe de patrouille. On se regarda. L'absence de ciel, l'absence d'étoiles, l'absence de tout. Ce n'était pas simplement la nuit. Ce monde n'avait pas de cycle. Peut-être que cette obscurité était éternelle. Un crépitement grésilla dans mon oreillette. « Équipe Alpha, ici la tour de garde. On a du mouvement. » Je me figeai. Détail. À 10 heures, au-delà du périmètre. Ça bouge, mais c'est pas clair. Mon cœur cogna plus fort. Nous nous dirigeâmes lentement vers le Mirador le plus proche, où un soldat nous tendit des jumelles à vision nocturne. Je collai l'oculaire contre mon visage et scrutai la zone désignée. Au début, je ne vis que l'étendue noire et lisse qui nous entourait. Puis, un mouvement. Quelque chose rampait, pas directement vers nous, mais en périphérie, comme si cela testait la distance entre nous et le camp. Je plissai les yeux. C'était humanoïde, mais son corps était tordu, déformé d'une manière impossible à décrire. Il se mouvait comme un homme forcé d'adopter une posture contorsionnée, ses membres glissant sur le sol d'une manière anormalement fluide. Puis, d'un mouvement brutal, ça s'arrêta, et je compris que ça nous regardait, sans yeux, sans visage. Juste une silhouette penchée en avant, figée dans l'obscurité. Un frisson glacé descendit le long de ma colonne vertébrale. « Merde !» souffla Miller à côté de moi, les poings crispés sur son fusil. Je levai ma radio. « Général, on a un visuel sur un élément hostile. Pas d'attaque pour l'instant, mais il nous observe. » « Ouvrez le feu !» L'ordre tomba comme une sentence. Le soldat sur la mitrailleuse lourde du Mirador ne se fit pas prier. Les balles de calibre .50 déchirèrent à la distance, labourant le sol dans un bruit assourdissant. Des gerbes d'étincelles jaillirent, déchiquetant le sol noir sous la créature. Mais elle ne bougea pas. Pas immédiatement. Puis, lentement, elle se releva. Mon sang se glaça. Elle n'était pas morte, pas blessée. Et maintenant, elle n'était plus seule. D'autres silhouettes sortirent de l'obscurité. D'abord 2, puis 5, puis une douzaine. Elles s'étaient fondues dans l'obscurité si parfaitement que nous ne les avions jamais vues. Un frisson d'horreur me traversa l'échine. « Tout le camp en alerte !» aboya Rikov dans la radio. D'un mouvement fluide et désarticulé, les créatures commencèrent à avancer. Le feu s'ouvrit de partout. Les tirs crépitèrent, les balles traçantes illuminant les ombres comme des flashs d'appareils photo. Mais chaque impact était insignifiant. Les silhouettes ne semblaient pas affectées. Certaines titubaient sous l'impact des balles, mais aucune ne tombait. « Mais c'est quoi ce putain de bordel ?» hurla un soldat. Puis, d'un coup, les créatures disparurent. Juste, comme ça. Comme si elles s'étaient évaporées dans l'air. Le silence tomba sur le camp. Aussi brutal que le chaos qui venait de s'y abattre. Je me retournai vers Miller, dont la respiration était saccadée. « Elles sont parties » murmura-t-il. Je voulais le croire, mais quelque chose me disait que ce n'était pas elles qui étaient reparties. C'était nous qui étions entrés dans leur terrain de chasse. Le matin. Le camp était à nouveau calme, trop calme. Les soldats en état de choc nettoyèrent leurs armes, vérifièrent les barricades. Certains ne parlaient même plus, se contentant d'échanger des regards chargés d'incompréhension et d'effroi. Quelqu'un poussa un hurlement. Nous accourûmes immédiatement vers l'origine du cri. Un soldat pointait du doigt, un corps, enfin, ce qui en restait. Un des nôtres était là, à l'entrée du camp, allongé sur le dos. Son armure était intacte, son fusil serré contre sa poitrine. Pas une égratignure, mais son visage. Son visage avait disparu, pas arraché, pas mutilé, effacé, comme si quelqu'un l'avait gommé. Un vide lisse à la place des traits. Plus d'yeux, plus de bouche, plus de nez, rien qu'une surface de peau pâle, inexpressive. Une horreur indicible s'abattit sur nous. L'un de nous avait été pris, et personne n'avait rien entendu. Le corps était là,
allongé au sol. Et pourtant, il n'avait plus rien d'humain. Nous étions une dizaine autour de lui, formant un cercle silencieux, l'horreur nouée dans nos entrailles. Miller, à ma droite, s'était figé, les poings crispés sur son fusil. Un autre soldat, Hawkins, se signa machinalement, les lèvres tremblantes. Rykov arriva, son visage de marbre plus dur que jamais. Qui est-ce? Un sergent s'agenouilla et observa l'étiquette de l'armure. Lieutenant Matthews. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Matthews était censé être en poste cette nuit. Il n'avait pas quitté son secteur. Il avait participé au tir contre les créatures. Et maintenant, il était là, sans visage. L'absence d'orbite, de lèvres, de traits distinctifs donnait à sa tête une apparence grotesque et inhumaine, comme si sa peau avait été modelée sans la moindre intention de reproduire une expression humaine. Un frisson traversa l'escouade. « Où est son escouade » demanda Rykov d'une voix froide. « Personne ne l'a vu s'éloigner » répondit un soldat, les yeux rivés sur le corps. « Il était avec nous toute la nuit. » Miller recula lentement. « Merde !» Je me tournai vers lui. « Quoi ?» Il inspira profondément avant de dire. « Si personne ne l'a vu quitter son poste, alors ça veut dire que… » Il ne finit pas sa phrase. Il n'avait pas besoin. Matthews avait disparu sans que personne ne s'en rende compte. Un silence pesant s'abattit sur nous. Le docteur Lang et son équipe scientifique approchèrent, prudemment. Ils installèrent un matériel rudimentaire, prenant des photos, scannant la surface de la peau, prélevant des échantillons. Mais plus ils examinèrent le corps, plus leur malaise grandissait. Enfin, Lang se redressa, livide. « Il est froid. »« C'est normal, il est mort. » grogna un soldat. Lang secoua la tête. « Non, il est anormalement froid, comme s'il était ici depuis plusieurs jours. » Un frisson parcourut l'assemblée. Rykov croisa les bras. « En quoi c'est un problème ?» Lang nous montra l'écran de son capteur thermique. « Son corps est gelé. Sa température est bien trop basse pour un cadavre récent. Il n'est pas mort il y a quelques heures. Il est mort il y a des jours. » Un silence lourd tomba sur le camp. Puis la voix de Miller brisa l'air, tremblante. « Mais il était avec nous cette nuit. » Personne ne répondit. Puis l'un des scientifiques, le regard hagard, analysa les derniers relevés et murmura quelque chose d'encore plus terrifiant. « Ce n'est peut-être même pas Matthews. » Mon sang se glaça. Quoi ? Lang déglutit. « Je ne sais pas ce qu'on a sous les yeux, mais c'est pas normal. C'est peut-être un cadavre qui a été altéré. » Le mot flotta dans l'air, chargé d'une menace invisible. « Vous voulez dire qu'on nous a donné un cadavre qui ressemble à Matthews ?» demanda Miller, la gorge sèche. Lang hocha la tête. « Je ne sais pas comment c'est possible, mais les cellules de la peau sont complètement modifiées. Il n'y a pas d'ADN identifiable, pas de pores, pas de cicatrices, pas d'irrégularité. » Il posa sa main sur l'uniforme de Matthews et tira légèrement. L'étiquette d'identification se détacha trop facilement. Elle n'était pas cousue. Elle avait été posée là. « Putain !» souffla Hawkins en reculant précipitamment. Un silence pesant s'installa. Miller serra sa mâchoire et lança d'une voix tendue. « Ce truc n'est pas Matthews. » Nous nous éloignâmes instinctivement du cadavre. Quelque chose nous observait. Nous ne pouvions pas le voir. Nous ne pouvions pas le comprendre. Mais il nous regardait. Le camp entier était en état d'alerte. Le corps fut transporté dans une tente isolée et placé sous surveillance stricte. 2 soldats étaient affectés à sa garde, tandis que Lang et ses hommes tentèrent de comprendre ce qui se passait. Mais il n'y avait rien à comprendre. Quelques heures plus tard, alors que le silence planait toujours sur le camp, un cri retentit. Nous nous précipitâmes vers la tente. Le soldat de garde était là, figé, le regard vide. Il respirait encore, mais il ne réagissait plus. Nous pointâmes nos armes vers le cadavre de Matthews. Il était toujours là, immobile, inerte, et pourtant, quelque chose avait changé. Lang s'avança lentement, son capteur thermique à la main. Il jeta un regard aux données, puis son visage se vida de toutes couleurs. La température a augmenté. Je sentis mon souffle se bloquer. Miller fronça les sourcils. « Quoi ?» Lang recula lentement. Il se réchauffe. D'un coup, le soldat figé sur sa chaise se mit à parler, une voix qui n'était pas la sienne. « Vous voyez maintenant ?» Nous braquâmes immédiatement nos armes sur lui, mais il ne bougea pas. Ses lèvres s'ouvraient et se refermaient mécaniquement, comme si quelque chose d'autre parlait à travers lui. « Nous sommes là. » Puis, aussi soudainement qu'il avait parlé, il s'effondra. Le silence revint. Nous étions là, au beau milieu de cet enfer noir, et pour la première fois depuis notre arrivée, nous comprenions.
Nous ne faisions pas que marcher sur un territoire inconnu. Nous étions observés, et pire encore, nous étions étudiés. La nuit, si on pouvait encore appeler ça une nuit dans cet enfer sans ciel, était tombée sur le camp. Mais cette fois, nous savions qu'elle ne nous appartenait pas. Nous étions cernés. Après l'incident avec le corps de Matthews, ou ce qu'il en restait, Rykov avait ordonné une mise en alerte maximale. Plus personne ne devait s'éloigner seul, chaque patrouille serait renforcée, et chaque mirador surveillé en permanence. Mais tout ça, c'était de la poudre aux yeux. Nous savions que ça ne suffirait pas. On ne peut pas rester là. Grogna Miller en vérifiant une nouvelle fois son chargeur. Ce camp est un putain de cercueil. Je le savais aussi. On nous attendait ici. On a nos ordres, répondis-je en serrant mon fusil. Ouais? Et si les ordres nous mènent tous à la mort? Je n'eus pas le temps de répondre. Un cri déchira l'air. Pas un cri humain. Un son guttural, distordu, comme un mélange de métal froissé et de chair déchirée. Un bruit impossible à décrire, mais qui nous glaça le sang à l'instant où il vibra dans l'air. Tout le camp se figea. Les soldats, les scientifiques, même Rykov. Puis un autre cri, plus proche. Et cette fois, quelque chose bougea. Mirador Nord, contact. Hurla une voix dans la radio. Nous pivotâmes instantanément vers le Mirador en question. Visualisez l'ennemi, ordonna Rykov. Merde, ils sont là. Les mitrailleuses lourdes s'ouvrirent dans la nuit, illuminant le Mirador d'éclairs rougeoyants. Mais ce que je vis me fit comprendre une chose terrible. Les balles ne faisaient rien. Les silhouettes humanoïdes avançaient, se déplaçant avec une fluidité anormale. Leurs corps tordus absorbant les impacts comme si les projectiles n'étaient que des gouttes de pluie. Ils continuent à venir. Je braquai mon fusil et ouvris le feu. Une silhouette trébucha sous l'impact de mes balles, mais se redressa aussitôt, son corps tordu se reconfigurant comme si les lois de l'anatomie humaine n'avaient aucun sens ici. Grenade, hurla Rykov. Faites-les exploser. Plusieurs soldats obéirent immédiatement. Les explosions projetèrent des gerbes de lumière et de poussière noire, soufflant le sol dans une onde de choc démentielle. Mais quand la fumée se dissipa, les créatures étaient toujours debout. Aucune déchirure, aucune blessure visible. Rien. Elles avançaient simplement, imperturbables, comme si nous n'étions que des obstacles mineurs sur leur trajectoire. On recule vers le centre du camp, ordonna Rykov. Nous nous repliâmes en hâte, les tirs devenant frénétiques. Les soldats paniquaient, certains lâchèrent des rafales sans visée, d'autres rechargeaient avec des gestes fébriles. Puis, l'une des choses sauta, un bond surhumain. Elle atterrit directement sur un soldat, l'écrasant sous son poids, avant que nous puissions réagir. Elle tendit la main et lui toucha le visage. Un souffle. Puis, le soldat s'effondra. Nous braquâmes nos armes sur la scène, incapables de comprendre ce que nous venions de voir. Le corps du soldat était là, entier. Mais quand nous le retournâmes, son visage avait disparu, comme Matthews, effacé. Comme si cette chose lui avait volé son identité. Un frisson parcourut l'escouade. Miller recula en tremblant. Elle ne nous tue pas, elle nous remplace. Mon sang se glaça. Nous ne luttions pas contre des créatures affamées ou hostiles. Nous étions face à des prédateurs mimétiques. Et nous étions leur gibier. Tout le monde recule vers le blockhouse. Rykov nous ordonna un repli immédiat vers le centre du camp, là où les structures en acier pouvaient nous offrir une meilleure défense. Mais à peine avions-nous fait une dizaine de mètres que l'une des créatures changea. Son corps commença à trembler, se réarrangeant, se contractant dans un spasme anormal. Puis, sous nos yeux horrifiés, elle prit la forme du soldat qu'elle venait de toucher. Même uniforme, même silhouette. Mais pas d'yeux, pas de bouche, seulement un masque humain imparfait, étiré sur une forme inhumaine. C'était ça, le vrai danger. Elle ne nous tuait pas. Elle nous remplaçait. Un tir fusa et frappa l'une d'elles en pleine tête. Elle vacilla, se tordit dans un mouvement saccadé, puis reprit son équilibre. « Ça sert à rien !» hurla un soldat. Il avait raison. Nos armes ne faisaient rien. Nous n'avions aucun moyen de riposter. « On doit atteindre l'armurerie !» lança Miller. Rykov acquiesça. « Tous au blockhouse. Préparez des explosifs. » Nous nous ruâmes vers la structure principale. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas une fuite. C'était une chasse. Et nous étions les proies. Nous avions atteint le blockhouse en catastrophe, verrouillant les portes derrière nous. Les murs en acier tremblaient encore sous l'impact de notre course effrénée, et la respiration de chaque soldat résonnait dans l'espace restreint.
Je balayais la salle du regard. Une trentaine de soldats, haletants, les visages figés dans une expression de peur contenue. Nous avions laissé derrière nous une dizaine d'hommes pour couvrir la retraite. Et aucune confirmation qu'ils étaient encore en vie. Les créatures n'avaient pas suivi immédiatement. Elles étaient là, dehors, à attendre. C'était le pire. Elles savaient que nous étions piégés ici, que nous étions vulnérables. Et elles prenaient leur temps. Statut des effectifs ? Demanda Rykov en serrant son fusil. Le sergent Reeves consulta rapidement la liste des soldats présents et blanchis. 14 disparus. Un silence s'abattit sur la salle. 14. Certains avaient été pris sous nos yeux. D'autres avaient simplement cessé d'être. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne pouvait dire quand nous les avions perdus. Rykov grogna et se tourna vers Lang. On ne peut pas les tuer. On ne peut pas les blesser. Dites-moi que vous avez une putain de solution. Lang passa une main tremblante sur son front en sueur. Elles n'ont pas de signature thermique propre. Ce sont des anomalies. Elles imitent des formes humaines, mais elles ne sont pas humaines. Il hésita, cherchant ses mots. Elles ne sont peut-être même pas des organismes vivants. Je sentis mon estomac se nouer. Alors c'est quoi ? Lang secoua la tête. Je ne sais pas. Personne ne parla. Puis, d'une voix brisée, un soldat murmura. « On va tous mourir ici. » Personne ne le reprit, parce qu'au fond, nous le pensions tous. La tension était insupportable. L'air était saturé de sueur, de peur et d'électricité statique. Nous étions acculés, piégés dans ce blockhouse comme du bétail dans une cage. Puis, au fond du couloir, une porte en acier attirait mon regard. Elle était légèrement entr'ouverte. Je n'aimais pas ça, mais mon instinct me poussait à aller voir. « Kovacs, Miller, avec moi. » ordonna Rykov en avançant. Je suivis immédiatement, mon fusil levé, Miller sur mes talons. Nous poussâmes la porte et pénétrâmes dans une pièce obscure. Une ancienne réserve abandonnée. Mais ce qui nous fit stopper net, ce ne fut pas l'obscurité. C'était ce qui recouvrait les murs, des mots. Des dizaines, des centaines de phrases gravées à même l'acier, avec des couteaux, des ongles, du sang séché. Miller s'approcha lentement, fixant l'inscription la plus récente, une écriture hachée, fébrile, tracée dans la panique. « Ils sont dans nos têtes !» Je me sentis déglutir difficilement. Rykov s'approcha du mur et effleura une autre inscription du bout des doigts. Lang arriva derrière nous et observa les mots avec horreur. « C'est le premier contingent, » murmura-t-il. « Ce sont eux qui ont écrit ça. » Je fis lentement le tour de la pièce. Chaque surface, chaque recoin était couvert de messages désespérés. N'écoutez pas leur voix. Ne dormez pas. Ils ont pris mon visage. Puis, tout au fond, un message plus long, écrit avec une précision presque clinique, en lettres capitales gravées profondément dans le métal. Je pris une grande inspiration avant de lire. Ils ne sont pas des créatures, ils sont l'endroit lui-même. Mon sang se glaça. Miller recula d'un pas. Putain, c'est quoi ce bordel ? Je n'avais pas de réponse. Mais quelque chose me disait que nous ne luttions pas contre une simple force extérieure. Nous étions piégés dans quelque chose. Et ce quelque chose jouait avec nous. « On dégage d'ici !» ordonna Rykov en tournant les talons. Nous fîmes demi-tour immédiatement. Mais alors que nous repassions dans le couloir sombre, un murmure s'éleva derrière nous. Un murmure que nous connaissions tous. « Lieutenant Kovacs !» Je me figeai. Miller aussi. Parce que cette voix, c'était celle de Vasquez. Le sang quitta mon visage. Je pivotai lentement, levant mon fusil. Rien d'autre que l'obscurité oppressante de la réserve. Mais il était là. Nous ne pouvions pas le voir. Mais il était là. Vasquez, murmurai-je, la gorge nouée, le silence. Puis... Pourquoi vous êtes parti sans moi ? Je sentis mon cœur cogner violemment dans ma poitrine. Miller resserra son doigt sur la détente. Vasquez est mort, souffla-t-il. Un rire glacé s'éleva du néant. Un rire qui imitait Vasquez. Un rire trop parfait, trop calculé. Êtes-vous sûr de ça ? Puis, avant que nous puissions réagir, un bruit frappa la porte du blockhouse. Une frappe puissante. Puis une autre, et une autre. Le sol trembla sous l'impact. Elles étaient là. Elles n'attendaient plus. Elles nous voulaient. Rykov hurla. « Tout le monde en position !» Et dans l'ombre de la réserve, une dernière inscription me brûla les rétines. Si vous les entendez parler, il est déjà trop tard. Les battements résonnaient contre la porte du blockhouse. Puissant, lent, régulier. Chaque impact faisait trembler les murs en acier renforcé. Une force monstrueuse était derrière. Une force patiente. Personne ne parlait.
Nous savions tous que ces choses pouvaient entrer si elles le voulaient. Elles jouaient avec nous. Elles attendaient que nous craquions. Rykov se tourna vers nous, son regard sombre balayant la pièce. On doit prendre une décision. Les soldats autour de lui s'étaient amassés, leur visage blême sous la lueur crue des lampes de secours. L'air était saturé de sueur et d'adrénaline, un mélange de peur contenue et de panique latente. Miller serra son fusil si fort que ses jointures blanchissaient. La seule décision, c'est de sortir d'ici. Un soldat secoua la tête. Sortir. Tu veux qu'on marche vers elles. T'as pas vu ce qu'elles font. Rester ici, c'est mourir à petit feu. La tension monta instantanément. C'était le point de rupture. Rykov le sentit immédiatement. On ne se divise pas. Mais c'était trop tard. La peur avait fissuré la cohésion. Et la cohésion était tout en milieu hostile. Y en a qui veulent attendre la mort? Moi pas. Grogna Hawkins. Je sors d'ici. Un autre soldat le rejoignit immédiatement. Puis un autre. 3, puis 6, puis 8. Ils voulaient partir. Ils allaient partir. Miller les regarda avec un mélange de rage et d'incrédulité. Putain, vous êtes sérieux? Vous avez vu ce qu'il y a dehors? Hawkins le fusilla du regard. Ouais. Et j'ai aussi vu qu'on peut pas les tuer. Tu comptes rester ici jusqu'à ce qu'elles entrent? Un silence. Puis une autre frappe contre la porte. Je sentis mon cœur cogner contre mes côtes. Rykov se tourna vers les mutins, sa voix froide. Si vous partez, vous ne revenez pas. Hawkins ne broncha pas. Bonne chance, mon général. Puis, sans un regard en arrière, ils déverrouillèrent la porte et sortirent. Nous restâmes figés, l'horreur au ventre, regardant ces 8 silhouettes disparaître dans la pénombre. Miller marmonna entre ses dents. « Ils sont déjà morts !» Et il avait raison. Nous venions d'entendre nos premiers cadavres marcher. Les minutes s'égrenaient, pesantes. Le silence était total. Puis, un cri déchira l'air. Un cri humain. Hawkins. Puis un autre hurlement, déformé par la terreur brute. Les radios crachèrent une transmission brouillée, un mélange d'appels au secours et de souffles distordus. Dieu, pitié, visage, visage. Puis plus rien, le silence. Nous n'osions pas parler. Ils étaient partis, il y a moins de 5 minutes. Ils avaient déjà cessé d'exister. Et c'est là que la terreur atteint un nouveau sommet. Quelques secondes plus tard, la radio grésilla. Une voix claire. Hawkins. Ici Hawkins, on a sécurisé un point de sortie. On revient. Miller et moi nous figeâmes. Il était mort. Nous venions de l'entendre mourir. Et maintenant, il revenait. La radio continua à grésiller. On arrive. Ouvrez la porte. Miller se tourna lentement vers Rykov, les yeux écarquillés. « Vous allez pas leur ouvrir ?» Personne ne répondit. La voix de Hawkins insista, calme, pressante. « Ouvrez la porte !» Un frisson me parcourut l'échine. Ils étaient là, juste derrière, attendant. Puis quelque chose changea. Un nouveau malaise s'insinua dans l'air. Mon cœur s'emballa, parce que la voix dans la radio n'était plus dans la radio. Elle était dans ma tête, claire, intime. « Kovacs, ouvre la porte !» Je me raidis. Miller me regardait avec de grands yeux. Il l'entendait aussi. Nous étions tous figés, chacun comprenant en même temps que quelque chose était en train d'essayer de nous briser. « Ne répondez pas !» hurla Rykov. Mais c'était trop tard. Un soldat tituba en avant, son arme tremblante. On peut pas les laisser dehors. Je me précipitais pour l'arrêter. C'est pas eux! Mais il ne m'entendait pas. Il était ailleurs, déjà perdu. Sa main se tendit vers la console d'ouverture. Puis un tir claqua. Le soldat s'effondra. Rykov baissa son arme, impassible. Il avait abattu l'un des nôtres, mais il nous avait sauvés. Le silence fut absolu. Puis, derrière la porte, un murmure amusé. « Ce n'est pas grave, nous avons le temps. » Et le martèlement contre la porte cessa. Nous ne parlâmes plus. Nous étions maintenant seuls. Nous savions que l'extérieur était une menace implacable. Mais maintenant, le danger était aussi en nous, parce que cette chose nous parlait. Et je le sentais, au fond de mon crâne. Elle cherchait un moyen d'entrer. La pression était insoutenable. Après ce qui s'était passé avec Hawkins, ou plutôt ce qui l'avait remplacé, personne ne parlait plus. Nous étions piégés dans un silence pesant, où chaque respiration semblait déplacée. Miller vérifiait nerveusement son fusil. Rykov fixait la porte comme si elle allait lui donner une réponse. Moi, je sentais mon cœur cogner si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Puis, tout bascula. Le premier cri déchira l'air. Pas dehors, dedans. Quelqu'un s'effondra au sol, convulsant violemment, des spasmes déchirant son corps comme si une force invisible l'étranglait de l'intérieur.
Son casque tomba sur le béton dans un bruit sourd, révélant un visage tordu par une terreur indescriptible. Il suffoquait, ses yeux injectés de sang roulaient dans leurs orbites. Puis, sous nos yeux, il commença à changer. Sa peau ondula comme un liquide sous tension. Ses traits se brouillèrent. Ses bras se contractèrent dans un angle impossible. Il devenait un autre. « Feu !» hurla Rykov. Un déluge de balles s'abattit sur lui. Les impacts le firent reculer, mais il ne tomba pas. Il se réarrangea. Des morceaux de son corps glissèrent et se replacèrent, comme une marionnette en caoutchouc, reprenant forme. Puis il leva la tête vers nous, sans visage, et il hurla. Un son déchirant, inhumain, qui vibra dans l'air et résonna jusque dans nos os. C'est là que nous comprîmes que nous étions déjà morts, parce que les frappes contre la porte reprirent. Mais cette fois, elles étaient partout. Pas seulement la porte principale, pas seulement le blockhouse, les murs, le plafond. Elles étaient dedans. « Repli immédiat !» ordonna Rykov. Nous nous élançâmes dans les couloirs, tirant sur tout ce qui bougeait. Les créatures nous encerclaient. Certaines prenaient encore forme, d'autres rampaient sur les murs comme des ombres déchiquetées. Nous vidions nos chargeurs sans réfléchir, mais elles ne mouraient pas. Miller glissa sur une mare de sang, et je le rattrapai de justesse. « Continue à courir, bordel !» Nous arrivâmes dans la grande salle du blockhouse, dernier bastion de résistance. Les soldats en position barricadée hurlaient en tirant à l'aveugle. Une créature traversa un soldat devant moi, son corps s'effondrant comme un sac de peau vidé de son contenu. Elle ne nous tuait pas. Elle nous vidait. Puis la lumière clignota, une seule seconde, et elles furent partout. Elles avaient attendu ça. Elles avaient attendu qu'on comprenne qu'il n'y avait plus d'échappatoire. L'obscurité tomba, et la boucherie commença. Je sentis quelque chose frôler mon dos. Je me retournai et vis un bras se fondre dans mon ombre. Putain de merde! J'appuyai sur la détente, mais le chargeur était vide. J'entendis des cris, des tirs, des hurlements qui se coupaient, net comme si des vies étaient effacées une à une. Quelque chose attrapa ma jambe et me tira vers le sol. Un autre soldat tomba à côté de moi, son corps se dissolvant sous mes yeux. Il essayait de parler, mais il n'avait plus de bouche. Je tirai mon couteau et frappai dans l'ombre qui m'agrippait. Il n'y eut aucune résistance. Mon arme traversa le vide. Quelqu'un cria mon nom. Miller. Je me relevai, fonçant droit vers lui à travers le chaos. Et c'est là que je vis Rykov. Il était debout, les bras ballants. Son visage était figé dans une expression d'horreur absolue. Puis, lentement, il leva son arme contre nous. « Rykov » soufflai-je. Ses lèvres s'ouvrirent, et la voix qui en sortit n'était pas la sienne. « Il n'y a jamais eu d'issue. » Il leva son fusil, et il ouvrit le feu. Le feu jaillit du canon de Rykov, une rafale meurtrière. Je plongeais derrière une caisse métallique, alors que les balles déchiraient l'air. Miller se jeta à terre, roulant derrière un bureau renversé. Rykov nous tirait dessus. Non, pas Rykov, ce qui l'habitait. « Cessez le feu, putain !» hurla Reeves. Rykov ne répondit pas. Il avançait lentement, mécaniquement, son regard vide, son arme braquée sur nous. « Il n'est pas avec nous !» cria Miller en rechargeant. « Alors on l'abat ?» hésita un soldat. « Tire avant qu'il nous efface. » Le premier coup de feu partit. Un impact sec contre l'armure du général. Il tituba, mais ne tomba pas. Il tourna la tête vers nous avec une lenteur anormale, son cou se tordant comme une marionnette désarticulée. Puis il sourit. Je sentis la panique m'envahir. Rykov ne souriait jamais. Miller et moi ouvrîmes le feu. Cette fois, il vacilla. Une rafale le projeta en arrière et il heurta violemment le mur. Mais avant qu'il ne touche le sol, son corps s'effaça. Pas comme un homme qui meurt, comme une image qui disparaît. Une seconde, il était là. La suivante, il n'existait plus. Un silence de mort s'abattit sur la salle. « C'est pas vrai !» souffla Hawkins. Nous venions de voir un homme être dévoré par l'espace même. Puis la réalité reprit ses droits. « On se casse !» hurla Miller. Nous fîmes volte-face et sprintâmes vers la sortie du blockhouse. Derrière nous, des bruits impossibles s'élevaient. Des murmures, des craquements osseux, des rires. Nous atteignîmes la porte arrière et l'ouvrîmes à la volée. Ce que nous vîmes dehors nous coupa le souffle. L'obscurité avait changé. Elle n'était plus vide. Elle était vivante. Des silhouettes immobiles se tenaient autour du camp. Centaines, milliers, je ne savais pas. Mais elles étaient là, à nous attendre. Nous n'avions plus de temps. « Vers le portail !» hurla Miller. Nous nous lançâmes dans la nuit, les battements de nos cœurs résonnant comme des tambours de guerre.
Nous courions à perdre haleine, les respirations hachées, le sang battant dans nos tempes. L'air était devenu épais, lourd, comme si nous courions sous l'eau. Chaque pas s'enfonçant dans une réalité qui refusait notre présence. Les silhouettes commencèrent à bouger, pas comme des hommes, comme des choses qui se réajustent. Elles se réarrangeaient en fonction de nous. Elles savaient où nous allions. Hawkins trébucha et tomba sur le sol noir. « Hawkins, lève-toi !» Il tenta de se relever, mais quelque chose surgit du sol. Un bras fait de l'ombre elle-même. Il l'agrippa. Et il l'aspira. Hawkins hurla une fraction de seconde. Puis il disparut. Effacé. Plus rien ne restait de lui. Pas de corps, pas de sang, pas même une trace. Juste le vide. « Merde !» hurla Miller. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Le portail était devant nous. Un disque noir suspendu au milieu du néant. Mais il était plus petit. Il se refermait. Un compte à rebours invisible. Un point de non-retour. On fonce. Des formes surgirent des ténèbres. Des visages humains imparfaits. Des yeux qui n'étaient pas des yeux. Des membres tordus dans des angles impossibles. Elles fondaient sur nous. Nous vidâmes nos chargeurs en courant. Sans même viser. Les balles passaient à travers elles. Elles n'étaient pas physiques. Elles n'étaient pas réelles. Elles étaient ce monde lui-même. Nous atteignîmes la plateforme du portail. À cet instant, la vérité me frappa comme un coup de poignard glacé. Le premier contingent n'avait jamais disparu. Il était devenu cette chose. Et maintenant, c'était notre tour. Je fus le premier à franchir le portail. Miller suivit, puis quelques autres. Dans un éclat de lumière aveuglante, nous fûmes projetés hors de l'enfer. Et tout s'effaça. Je m'écrasais sur le sol métallique de la base d'opération. Des alarmes hurlaient autour de moi. Des soldats en combinaison NBC nous encerclaient, pointant des fusils à plasma sur nous. Miller haletait à mes côtés, couvert de sueur et de terreur brute. Nous étions revenus, mais pas tous. Sur les 60 personnes entrées, il en restait 6. Un scientifique, 3 soldats, Miller et moi. Nous avions fui, mais nous n'étions pas sûrs d'être revenus seuls. Nous avions fui, mais à quel prix? Le sol métallique de la base résonnait sous nos corps effondrés. Des voix hurlaient autour de nous. Des soldats en combinaison NBC nous cernaient, leurs armes braquées. Nous étions revenus, mais nous étions 6. J'essayais de reprendre mon souffle, mon cœur cognant dans ma poitrine comme un tambour de guerre. À mes côtés, Miller toussait violemment, du sang au coin des lèvres. Il avait l'air d'un homme qui n'était plus sûr d'être vivant. Une voix froide coupa le chaos. « Ne les touchez pas !» Je levai la tête. Un officier en blouse blanche se tenait là, les bras croisés. Derrière lui, des écrans holographiques affichaient des données en temps réel. Nos visages s'y reflétaient, mais quelque chose était bizarre. Nos visages n'étaient pas nets, comme s'ils vibraient, comme si la réalité elle-même luttait pour nous reconnaître. Un frisson glacial me traversa l'échine. Nous n'étions pas revenus intacts. Ils nous mirent en quarantaine immédiatement. Des salles blanches, aseptisées, froides. Chaque survivant fut isolé. Nous étions considérés comme contaminés. Le docteur Lang, le seul scientifique revenu avec nous, était en crise. Il ne cessait de répéter en boucle « Ils sont là, ils sont là, ils sont en nous ». Puis il se mit à rire. Un rire creux, sans émotion. Et il cessa de parler. Quand je regardais dans la cellule à côté, il était là, assis sur le lit métallique, immobile. Je le fixais. Il me fixait. Ou plutôt, il essayait, parce que ses yeux n'étaient plus là. Sa peau était lisse, sans le moindre relief. Lang n'était plus Lang. J'hurlais pour prévenir les gardes. Mais quand ils ouvrirent la cellule, il avait disparu, sans laisser la moindre trace. Les jours passèrent. Les scientifiques nous soumirent à des dizaines de tests. Notre ADN, instable. Nos empreintes digitales, changeantes. Même nos noms sur les dossiers étaient différents chaque matin. Quelque chose n'allait pas. Nous le savions. Puis, un soir, Miller frappa à la vitre de ma cellule. Il était livide. « Kovacs, regarde ma main !» Il leva sa paume tremblante. Je plissai les yeux, puis mon cœur se figea. Son index était en train de disparaître. Pas sectionné, pas arraché, juste effacé. Comme si une gomme invisible grattait lentement son existence. Il me fixa, son regard rempli d'une terreur animale. « On est en train de s'effacer, Kovacs. » Mon estomac se retourna. Nous n'avions pas ramené quelque chose. Nous étions en train de devenir cette chose. Puis... tout explosa. Une nuit,
Les alarmes retentirent dans la base. Des cris résonnèrent dans les couloirs. Je me levai d'un bond et courus vers la vitre de ma cellule. Quelque chose attaquait. Les gardes ouvraient le feu sur des silhouettes floues. Elles n'avaient pas de forme stable, parfois humaines, parfois impossibles à décrire. Elles se déplaçaient comme des glitches de la réalité. Elles traversèrent les murs. Elles étaient déjà là. « Ils viennent nous reprendre !» hurla un scientifique avant d'être réduit au silence. Je reculai lentement, mon souffle court, puis je vis mon reflet dans la vitre, et la vérité m'explosa au visage. Mon propre visage vibrait, comme si j'étais en train de perdre ma place dans cette réalité, comme si je n'existais plus vraiment. Miller surgit dans le couloir, une arme volée à la main. « Kovacs, on dégage d'ici, bordel !» Mais alors qu'il ouvrait ma cellule, nous entendîmes un murmure venant de nulle part. « Vous êtes à nous maintenant. » Puis, la lumière s'éteignit, et les cris cessèrent. Tout cessa, comme si la base entière avait disparu. L'obscurité nous enveloppa comme un linceul. Plus de lumière, plus de cris, plus rien. Miller se tenait à côté de moi, son fusil tremblant entre ses doigts. L'air était épais, saturé d'une présence invisible qui nous épiait. Puis, une respiration. Juste là, à quelques mètres. Mais nous ne voyions rien. Un frisson me traversa l'échine. Miller, ne bouge pas. Je sentais que si nous faisions le moindre geste, nous serions effacés. Un bruit mouillé se fit entendre. Quelque chose glissait sur le sol, lentement, comme une chose informe, cherchant une forme stable. Je voulais respirer plus doucement, mais mon propre souffle me paraissait trop bruyant. Puis la lumière revint, d'un coup, aveuglante, blanche. Nous étions toujours dans le couloir de la base, mais quelque chose avait changé. Le sol était recouvert de tissu, pas du tissu synthétique, de la chair. Le sol, les murs, le plafond, tout palpitait. Et au bout du couloir, une silhouette. Je clignai des yeux. C'était Lang, ou plutôt ce qu'il était devenu. Son corps était gonflé, distendu. Sa peau étirée comme si quelque chose de plus grand essayait de sortir. Ses yeux avaient disparu, remplacés par des cavités béantes. Son torse se soulevait de manière saccadée, irrégulière, comme s'il respirait pour quelqu'un d'autre. Il ouvrit la bouche, mais ce n'était pas lui qui parlait. « Nous avons attendu. » Sa voix résonna dans nos têtes, une superposition de murmures dissonants, un écho d'horreur qui ne devait pas exister. Miller pointa son arme sur lui. « Putain, qu'est-ce que t'es ?» Lang pencha la tête sur le côté, sa mâchoire s'ouvrant trop grand. « Nous sommes en toi. » Mon sang se glaça. Je regardais mes mains. Elles tremblaient. Pas de peur, de dissolution. Ma peau vibrait comme une image instable, un hologramme sur le point de s'effondrer. Lang fit un pas en avant. « Vous pensez être revenu, mais vous n'êtes jamais parti. » Je fis un pas en arrière, mes jambes lourdes, comme si mon corps ne répondait plus vraiment. Miller tira. Une rafale de balles. Elles passèrent à travers Lang. Aucune réaction. Il n'était pas réel. Ou plutôt, il était plus réel que nous. « Nous étions là avant vous. » Sa voix se superposa à elle-même. Des murmures qui vrillèrent à mon crâne. « Nous avons pris les premiers. » Une image surgit dans mon esprit. Le premier contingent. 300 hommes et femmes. Ils n'avaient pas disparu. Ils avaient été digérés. Et maintenant, c'était notre tour. Miller me saisit par l'épaule. « Kovacs, faut qu'on bouge !» Mais j'étais figé. Parce que je comprenais enfin. Nous étions les autres. Nous n'étions plus humains. Nous étions eux. Et bientôt, nous allions cesser d'exister. Nous nous précipitâmes hors du couloir, nos pieds s'enfonçant légèrement dans la chair du sol. La base changeait, les murs tremblaient, respiraient, des veines noires pulsant sous la surface métallique. « C'est pas possible !» hurlait Miller. « On était de retour !» Je voulais lui répondre, mais au fond, je savais que nous nous mentions. Nous n'étions jamais revenus, nous étions toujours là-bas, tout ceci. La base, les scientifiques, les soldats, c'était une illusion. Un dernier rêve avant que nous ne soyons complètement absorbés. Je ralentis. Miller se tourna vers moi, le regard terrifié. « Qu'est-ce que tu fous ?» Je levai ma main tremblante. Mes doigts disparaissaient. Mon bras vibrait. Ma peau se décomposait en particules qui n'avaient plus d'existence propre. Je n'étais plus Kovacs. J'étais une coquille vide. Miller recula. « Non. » Je compris ce qu'il voyait. Mon visage n'était plus stable. « Miller », murmurai-je. Mais avant que je puisse finir ma phrase, je sentis quelque chose se refermer sur mon esprit. Et je cessai d'être. Le vide. Un néant total. Pas d'air, pas de lumière, pas de son.
Je n'étais plus Kovacs. J'étais rien. Un instant, ou une éternité, passa dans cet abîme. Puis, un bruit, un grésillement, une transmission, faible, distordue. Puis une voix. Ne laissez rien revenir. J'ouvris les yeux. Je revins à moi en un instant brutal. Je me trouvais dans la base, mais pas celle que nous avions quittée, celle que nous avions abandonnée. Le portail était là, scintillant faiblement, oscillant entre existence et disparition. La salle de communication était en ruine. Des écrans brisés, des cadavres éparpillés, pas les nôtres, ceux du premier contingent. Je vacillais. Je n'étais jamais parti. Miller surgit devant moi, son visage blême, ses yeux injectés de sang. Putain, Kovacs. Il recula, terrorisé. T'es là? Je voulus lui répondre, mais il y eut un autre bruit. Un bip faible, électronique. Je me retournai. La radio de bord émettait encore. Un enregistrement. Je m'approchai lentement. Mon souffle était saccadé. Je tendis la main et appuyai sur lecture. La voix qui résonna à travers les haut-parleurs était identique à la mienne. Ici, lieutenant Kovacs. Dernière transmission avant l'effacement. Je sentis mon cœur s'arrêter. C'était moi. Si vous entendez ceci, il est trop tard. Nous avons perdu la notion de ce que nous sommes. Miller me regarda, terrifié. Non, c'est pas possible. La voix continua. Ne laissez rien revenir. Pas un homme, pas un bruit, pas une ombre. Un silence, puis un murmure final. Je ne sais plus si je suis réel. La transmission se coupa. Je restais là, figé, incapable de respirer. Je m'étais enregistré, mais je ne m'en souvenais pas. Kovacs, S. Il leva son arme vers moi. Si c'était toi, si c'est ta voix, alors qui est devant moi? Je ne pouvais pas répondre, parce qu'au fond de moi, je savais que j'avais déjà cessé d'être. Miller recula, son regard oscillant entre peur et douleur. On est déjà mort. Il avait raison, nous étions les hôtes. Nous n'étions plus nous. Un bruit résonna derrière nous. Le portail. Il tremblait, comme s'il était sur le point de s'effondrer, ou pire, de s'ouvrir. Un grondement sourd monta du néant, et une silhouette se matérialisa lentement. Elle portait mon uniforme. Elle avait mon visage, mais ce n'était pas moi. Miller hurla et ouvrit le feu. Les balles passèrent à travers la chose comme si elle n'était qu'un mirage. Puis, dans un souffle, elle parla. « Vous ne pouvez pas partir. » Je sentis une force invisible m'aspirer. Mon corps se fragmentait à nouveau. La réalité ne voulait plus de moi. Ou plutôt, je n'avais jamais été réel. Un dernier message. Une ultime tentative. Miller s'effondra à genoux, fixant le sol, ses mains tremblantes. On doit tout détruire. Il leva les yeux vers moi. On doit fermer le portail. La vérité était claire maintenant. Ce n'était pas nous qui revenions. C'était eux qui prenaient notre place. Nous avions échoué. Nous étions l'infection. Et la seule chose qui comptait encore, c'était empêcher ça d'atteindre la Terre. Nous n'avions plus le choix. Miller et moi étions seuls dans la salle de contrôle du portail, entourés d'ombres mouvantes, de cadavres qui n'existaient peut-être même plus. Derrière nous, la base tremblait, comme si elle-même était en train de se dissoudre. Nous étions les derniers, mais nous savions maintenant la vérité. Ceux qui étaient revenus de l'autre côté, ce n'étaient pas nous, c'étaient des copies. Des imposteurs porteurs d'une infection qui dévorerait la Terre de l'intérieur. Nous devions fermer le portail, détruire tout. Ou alors, tout ce qui existait finirait par leur appartenir. On doit tout faire péter, Kovacs, murmura Miller, haletant, les mains tremblantes sur son fusil. Je hochai la tête. Il n'y avait pas d'autre solution. Je courus vers le panneau de contrôle central. Les écrans clignotaient, des messages d'alerte s'affichaient en boucle. Portail instable, collapse en cours, émission d'ondes inconnues, alerte contamination. Mes doigts volèrent sur le clavier. Il nous restait une chance, une seule. Le système d'autodestruction. La base était équipée d'un protocole d'élimination en cas de menace biologique. Une séquence d'explosion contrôlée qui désintégrerait tout. Le problème, elle devait être activée manuellement. Quelqu'un devait rester. Miller le comprit en même temps que moi. Je vais le faire. Je tournai la tête vers lui. Non. T'as entendu ce qu'ils ont dit, Kovacs. Il serra sa mâchoire. On sait pas ce qu'on est devenu. Mais si on part, on les laisse passer. Un silence pesant. Il me fixa et je compris. Miller savait que nous étions déjà condamnés. Mais nous pouvions encore faire quelque chose de bien. Il posa une main sur mon épaule. Cours! J'hésitai une fraction de seconde. Puis je fis volte-face et sprintai vers la sortie. Je courus pour la dernière fois. Derrière moi, j'entendis Miller enclencher le compte à rebours. Activation, détonation. 3 minutes.
Évacuez immédiatement. Je traversais les couloirs en ruine, mes bottes martelant le métal. Les murs se décomposaient. Des formes humaines imparfaites s'extirpèrent du néant, tendant des mains vers moi, leur bouche ouverte sur des mots que je ne pouvais pas comprendre. Elles voulaient me retenir, mais je n'étais plus là pour elles. Je courus, ignorant la douleur, ignorant la peur, ignorant tout sauf l'objectif. Atteindre le portail avant l'explosion. Une dernière fois, le sacrifice. Je déboulais dans la salle du portail. Il était encore ouvert, mais il était différent. Il ne montrait plus l'obscurité. Il montrait la terre, un bâtiment militaire, une équipe en combinaison NBC. Des soldats. Ils attendaient notre retour. Je ralentis. Et je compris l'horreur finale. Ils ne nous attendirent pas à nous. Ils attendaient ce qui allait sortir à notre place. Le cycle allait recommencer. Un frisson d'effroi me traversa. Non, pas cette fois. Je me retournai et vis Miller au loin, debout face à la console de contrôle. Il me regardait. Puis il murmura dans la radio. « Fais-le, Kovacs !» Je dégainai mon dernier chargeur. Je tirai dans la console du portail. Des étincelles jaillirent. Le vortex oscilla. Le portail se referma. Une fraction de seconde avant que l'explosion ne détruise tout. Un flash. Une onde de choc. Puis, le silence. Le néant. Un vide absolu. Pas de douleur. Pas de bruit. Juste rien. Puis une sensation. Le poids de mon corps. Une gravité que je ne reconnaissais plus vraiment. J'ouvris les yeux. Je m'attendais à voir l'enfer, mais j'étais dans une salle blanche, éblouissante, froidement clinique. Je clignais des yeux. Vivais-je encore? Puis une voix résonna. « Il est réveillé. » Je me redressai brusquement, mais mon corps ne répondit pas. Mes bras étaient attachés aux accoudoirs d'une chaise métallique. Des capteurs étaient collés à ma peau, des électrodes fixées à mon crâne. Je n'étais pas seul. Derrière une vitre teintée, des silhouettes en combinaison NBC m'observaient. Je connaissais cet endroit, le centre de quarantaine du quartier général militaire. J'étais revenu. Mais comment? Je tentais de parler, ma gorge sèche comme du papier brûlé. Miller? Un silence, puis une voix crépitante sortit d'un haut-parleur. « Il n'y a pas de Miller. » Un frisson me traversa. Quoi? Un autre silence. Puis la voix reprit, plus froide. « Miller n'a jamais franchi le portail. » Mon souffle s'accéléra. Je fermai les yeux, essayant de me souvenir. Je l'avais vu. Il avait enclenché la destruction. J'avais fermé le portail. Alors comment étais-je revenu? Je luttais contre mes liens. Miller était avec moi. Un scientifique derrière la vitre griffonna quelque chose sur un calepin. « Vous étiez seul, lieutenant Kovacs. » Non. Non, il était là. On a détruit le portail. La voix hésita. Puis elle lâcha une phrase qui me glaça le sang. « Le portail est toujours là. » Je cessai de respirer. Non, c'est impossible. Nous avons suivi l'explosion. La base a été détruite, mais le portail n'a pas été affecté. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. On a échoué? Un silence. Puis la phrase que je ne voulais pas entendre. Le portail est toujours ouvert, et il s'agrandit. Je sentis mon estomac se retourner. Tout ça, le sacrifice, la mission, la fuite, tout ça n'avait servi à rien. Pire encore, nous avions accéléré leur venue. Je voulais hurler, mais quelque chose me cloua sur place. Un miroir, sur ma gauche, accroché au mur, un simple miroir. Je m'y tournai lentement, et ce que je vis n'était pas moi. Le reflet bougea avant moi, un temps d'avance, un décalage infime. Je fixais mon propre visage. Quelque chose ne collait pas. Je me penchai légèrement. Le reflet fit de même, mais avec une fraction de retard. Je frémis, puis je compris. Je n'étais pas revenu. Je n'étais pas Kovacs. J'étais ce qu'il en restait. Et la seule chose que je vis avant que tout ne devienne noir fut mon propre sourire. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais Kovacs. Mais je n'étais pas Kovacs. J'étais revenu. Mais je n'étais jamais parti. Le miroir devant moi vibrait légèrement, comme une image instable, une projection mal calibrée de la réalité. Mon reflet me fixait, un sourire imperceptible au coin des lèvres. Un sourire que je n'avais pas. Je voulus détourner les yeux, mais quelque chose en moi voulait regarder. J'avais la nausée. Quelque chose était terriblement faux. Puis, une voix dans l'interphone. « Lieutenant Kovacs, vous allez être transféré. » Mon regard glissa lentement vers la vitre derrière laquelle les silhouettes en combinaison NBC m'observaient toujours. Je n'étais pas un homme en quarantaine. J'étais un échantillon. Un cas d'étude. Un problème à analyser. La voix reprit. « Nous avons reçu un nouvel ordre. » Un silence.
Puis la phrase tomba comme un coup près. Ne laissez rien passer. Je compris. Ils allaient me neutraliser. Tout s'emboîtait. Le portail ne s'était jamais refermé. L'armée savait qu'elle ne pouvait plus le contenir. Elle savait ce que nous étions devenus, mais elle ne pouvait pas l'admettre. Alors, elle allait tout effacer. Miller avait raison depuis le début. Nous étions l'infection. Nous étions ceux qui venaient de l'autre côté. Et maintenant, ils allaient me faire disparaître. Des verrous claquèrent. Une porte s'ouvrit. 2 soldats entrèrent. Ils étaient en armure lourde, visières opaques, fusils levés. « Allongez-vous face contre le sol. » J'hésitais. Mon instinct criait de fuir, mais je ne savais même plus si j'étais réel. Je levai lentement mes mains, puis mon regard tomba sur le miroir, et mon reflet ne bougea pas. Mon cœur manqua un battement. Puis mon reflet cligna des yeux. Un sourire, lent, glacial. Un sourire qui n'était pas le mien. Les soldats avancèrent. « Dernier avertissement. » Mon souffle était court. Je vis mon reflet se lever tout seul. Puis la lumière clignota. Dernière transmission. Dans la salle de contrôle, l'opérateur radio recevait un signal. Une voix déformée, une fréquence instable. « Ne laissez rien passer !» L'opérateur hésita. Le signal venait de l'intérieur même de la base. « Ici, centre de quarantaine. Nous avons un problème avec le sujet Kovacs. » Un souffle. Puis une voix identique à celle de Kovacs. « Ne laissez rien passer !» L'opérateur sentit un frisson glacé le traverser. Il regarda l'écran. L'appel venait de la cellule même où était détenu Kovacs. Mais dans la caméra, il n'y avait plus personne. L'alarme hurlait dans les couloirs du centre de quarantaine. Des lumières rouges clignotaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs stériles. Kovacs avait disparu. Ou plutôt, ce qu'il était devenu s'était évanoui sans laisser la moindre trace. Les soldats fouillaient frénétiquement la salle, leurs armes prêtes à faire feu. Contact visuel perdu avec le sujet Kovacs. Le commandant de la base fixait les écrans de surveillance avec un regard glacial. Sur l'une des caméras, un couloir vide. Sur une autre, quelque chose qui ressemblait à Kovacs, mais qui n'était plus lui. Une silhouette floue, un visage instable, un corps qui vibrait légèrement comme une image mal rendue. Puis, un murmure grésilla dans la radio centrale. « Je suis toujours là. » Un silence glaçant s'abattit dans la salle de contrôle. Le commandant posa lentement son casque sur la table et parla d'une voix basse, maîtrisée. « Fermez toutes les issues. Détruisez la base. » L'ingénieur radio se tourna vers lui, livide. « Mais il y a encore des soldats à l'intérieur. » Le commandant ne détourna pas son regard des écrans. « Nous avons déjà perdu la mission. » Un opérateur hésita avant d'ouvrir un canal vers le QG central. « Ici, base 3. Nous avons une confirmation de contamination. Attente d'ordre prioritaire. » Un grésillement. Puis une réponse. Un simple mot. « Élimination. » C'était fini. À l'intérieur de la base, un soldat courait à perdre haleine. Il n'avait plus d'unité. Il n'avait plus de commandement. Il voulait juste vivre. Il atteignit une porte de sécurité et tapa un code frénétiquement sur le clavier numérique. Une voix robotique répondit « Access refusé. Protocole d'éradication activé. » Putain. Il frappa contre la porte de toutes ses forces. « Ouvrez, merde !» Derrière lui, quelque chose approchait. Des pas lents, silencieux. Il sentit une présence. Il se retourna. Kovacs était là. Son visage était presque normal. Presque. Ses traits ondulaient légèrement, une expression qui ne collait jamais parfaitement à ce qu'elle était censée représenter. Le soldat leva son arme, les mains tremblantes. « Ne t'approche pas. » Kovacs sourit. Puis il parla, avec la voix du soldat. « Ne t'approche pas. » Le soldat blêmit. Son propre visage se reflétait dans les yeux noirs de Kovacs. Puis il comprit. Il n'y avait plus de Kovacs. Il n'y avait plus personne. Juste une chose qui se souvenait de lui. Une chose qui savait comment imiter. Kovacs avança d'un pas. « Je suis toi maintenant !» Et le soldat hurla. La base explosa une seconde plus tard. Un champignon de feu et de métal s'éleva dans le ciel. Les bunkers souterrains s'effondrèrent. Les murs furent réduits à néant. Tout ce qui existait à l'intérieur de cette installation fut anéanti en quelques instants. Mais le portail resta ouvert. Et dans les cendres fumantes, une silhouette sortit des ruines, marchant lentement. Son visage était couvert de cendres, son uniforme brûlé, son regard indéfinissable. Il regarda les hélicoptères de surveillance qui tournaient dans le ciel. Puis, d'une voix parfaitement calme, il activa son micro de détresse. « Ici lieutenant Kovacs. Mission accomplie. Demande extraction. » Bien reçu, Kovacs. Approchez du point d'extraction. Et ils le laissèrent revenir.
J'étais revenu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. L'hélicoptère survolait le désert de Gobi à basse altitude, soulevant des tourbillons de sable rouge sous ses pales. À l'intérieur, je restais assis, silencieux, observant les soldats en face de moi. Ils me fixaient avec une prudence à peine dissimulée. Leur instinct savait. Quelque chose clochait, mais ils n'osaient ni pas poser de questions. Pas encore. Je baissais les yeux vers mes mains. Elles étaient stables. Mon reflet dans la visière du soldat en face de moi ne vibrait pas. Parfait. Je pouvais être Kovacs aussi longtemps qu'il le voudrait. Quartier haute sécurité, centre de commandement. L'hélicoptère se posa sur une base militaire enfouie sous le sol, protégée par des bunkers en titane. Dès que je descendis, une équipe en combinaison NBC me prit en charge. Lieutenant Kovacs, suivez-nous. J'obéis sans résistance. On me fit passer par un sas de décontamination. Douche chimique, scanner biologique. Aucun signe d'anomalie. Évidemment, j'avais pris ma place parfaitement. 1 heure plus tard, j'étais assis dans une salle de débriefing. En face de moi, un homme en uniforme décoré, un général. Son visage était de marbre, ses yeux sombres, impénétrables. Expliquez-nous ce qui s'est passé là-bas. Je pris une inspiration, puis je racontai ce qu'il voulait entendre. Que la mission avait été un échec, que le portail avait survécu, que nous avions été décimés, que j'étais le seul survivant. Je ne mentionnais pas ce que j'étais devenu. Pas encore. Le général ne broncha pas. Il prit une feuille et apposa un tampon rouge. Classifié. Puis il leva les yeux vers moi. Bienvenue chez vous, lieutenant Kovacs. L'enfouissement du mensonge. La vérité ne serait jamais connue. Il classerait l'incident comme une perte totale. Les familles des soldats disparus recevraient des médailles et des cercueils vides. Le portail, ils tentèrent de l'étudier, de le contenir, peut-être même de l'utiliser. Ils pensaient contrôler ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais moi, je savais. C'était trop tard. Je fus transféré dans un complexe sécurisé. Chambre blanche, surveillée 24 heures sur 24. On me posait des questions. On m'observait. Ils cherchaient une anomalie. Ils ne trouvaient rien. Mais moi, je savais. Je changeais. La première fois que je remarquai un signe, ce fut dans un miroir. Je me brossais les dents. Puis je m'arrêtais. Mon reflet, lui, continua. Pendant une fraction de seconde. Une fraction de trop. Je souris. Il sourit un peu plus large. Puis il se recala parfaitement. Il ne verrait rien venir. 1 mois plus tard, je fus convoqué dans le bureau du général. Il était là, assis derrière un immense bureau de verre, un dossier rouge posé devant lui. Kovacs, nous avons une nouvelle mission pour vous. Je hochai lentement la tête. Je savais ce qu'il allait dire avant même qu'il ne parle. Il posa une photo devant moi. Un satellite espion avait capté quelque chose. Un nouveau portail, situé en Alaska, ouvert, stable. Il leva les yeux vers moi. Vous partez dans 48 heures. Je souris. Bien sûr, mon général. Puis je tendis la main pour saisir le dossier. Pendant une fraction de seconde, mes doigts vibrèrent légèrement. Il ne le vit pas. Le dossier rouge pesait dans ma main. À l'intérieur, des images satellites, des relevés anormaux, un nouveau portail, plus large, plus stable. Ce n'était plus une anomalie isolée. C'était un phénomène global. Le général me fixait. Son regard ne trahissait aucune émotion. Vous partez dans 48 heures. J'acquiesçai lentement. Je savais qu'il m'envoyait droit dans la gueule du loup. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà le loup. Le cycle continue. La nuit qui suivit, je ne dormis pas. Je restais assis sur mon lit, dans ma chambre aseptisée du complexe militaire, à fixer mon propre reflet dans le miroir. Il ne bougeait pas, mais je sentais sa présence. Je savais qu'il m'observait aussi. Puis, une voix dans ma tête, un murmure lointain. « Tu es prêt ?» Je souris. J'étais prêt. L'Alaska, une base souterraine, enfouie sous la glace, protégée par des kilomètres de neige et de silence. L'équipe scientifique m'accueillit avec méfiance. Ils savaient ce qui était arrivé au premier contingent, mais ils ne savaient pas ce qui était revenu. Moi, nous, le portail se tenait là, dans une immense salle d'acier. Un disque noir parfait, vibrant légèrement, fermé, pour l'instant. Mais je savais qu'il ne le resterait pas longtemps, parce que ce n'étaient pas les humains qui l'ouvraient, c'était eux, et ils étaient déjà là. Je me tenais devant le portail, les mains dans le dos, observant son ondulation presque hypnotique. Un scientifique s'approcha, nerveux. Lieutenant Kovacs, pensez-vous que nous devrions envoyer une première sonde avant d'intervenir ? Je me tournai vers lui.
un sourire poli. « Non, nous entrerons immédiatement. » Il hocha la tête, mais je vis le doute dans ses yeux. Il sentait quelque chose. Une peur animale. L'instinct humain qui sait quand quelque chose n'est plus humain. Mais il ne dirait rien. Il obéirait aux ordres. Parce que les humains sont prévisibles. Et nous ne le sommes pas.